Bonsoir, je suis Alain Bedonnel, le président de l'Alliance internationale et l'Association des anciens résidents et des amis de la Cité internationale. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée littéraire. Imaginez le plus bel endroit de la Terre, où 5000 étudiants venus du monde entier, pourvus de livres, de soleil et de plein air, s'entendraient comme des frères. Imaginez une cité universitaire cosmopolite, née de la volonté d'un homme obstiné en quête d'un idéal de paix. Imaginez le fruit d'une rencontre innée entre un industriel avisé et un recteur d'université qui rêvèrent d'une immense cité-jardin urbanisée. Imaginez une cité verte, calme, propre, aérée, où la verdure côtoie en harmonie la culture, où l'air est sain, les âmes encore pures, et le ciel toujours d'azur. Voici le lieu, la Cité internationale et son étirement de bâtisses plantées dans ce vaste parc, comme une ville dans la ville. Rapidement, je fus envoûté par la magie enveloppant cet espace qui avait prospéré là, aux portes de Paris. Dès les premiers jours, j'avais scellé des amitiés que je devinais prometteuses. Et j'ai trouvé pour la première fois le vertige de la création. Ce qui était passé, ce que je n'avais ni vu ni perçu de moi-même, le fond des êtres qui m'étaient déjà chers me semblait à jamais condamné à m'échapper. Alors, mon imagination vint à mon secours. Il y avait André, le Sibérien. Je me souviens encore de la surprise qui me saisit lorsque je l'entendis jurer en russe dans le restaurant universitaire. Son français impeccable m'avait conduit à lui inventer une insolence normande. Quand je me retrouvais face à André, face à son visage ovale, écrasé, creusé de traits fins, je guettais dans ses yeux les plaines interminables, grises, brumeuses où il était né, où il avait grandi, avant de partir étudier à la grande ville, Moscou. Ces plaines, fouettées par le vent glacé et balayées par des rafales de neige, il en était le reflet. Naturellement, elle formait la toile de fond des images que je lui associais et dont je l'augmentais. Et surtout, il y avait Seta, ma voisine arménienne, ma mère fatale. Mon désir de tout savoir d'elle ne pouvait être satisfait des longues heures que nous passions à nous découvrir patiemment. Ces mots, je les roulais avec délice sur ma langue. Elle était ma plus belle source d'inspiration, un tremplin vers le palais des songes. Je n'avais de cesse de l'interroger sur sa famille, ses souvenirs. C'était comme deux plaques que les hasards de la tectonique avaient toujours tenu séparées et qu'il me fallait conjoindre, contre toute logique. Je passais des jours entiers dans la bibliothèque de la Maison internationale à dévorer tout ce que je pouvais trouver sur ce petit pays. L'Arménie. L'Arménie surgissait, comme l'Atlantide, tel un python perçant les brumes qui l'enserraient. Souvent, je m'échappais en douce pour contempler la maison arménienne, sculptée dans une pierrerie radiante d'étrangeté, gravée de ces lettres dont le sens me paraissait interdit à jamais, comme des runes. Écrire. Il fallait écrire. Ce serait peut-être insuffisant, mais à travers l'écriture, j'avais l'impression de réparer mon ignorance. Le soir, je m'y abandonnais furieusement jusqu'à l'oubli du sommeil qui pesait sur mes paupières pour ressaisir ces vies. Peu m'importait que mes histoires fussent proches de la réalité ou tout à fait farfelues. Il suffisait qu'elles comblent ce manque que je portais en moi et qui me plongeait dans un état de profonde mélancolie. Tous ces êtres chers devenaient aussi des personnages peuplant mes nuits, me hantant de toute possibilité qui s'ouvrait, m'ouvrait, m'offrait, et pour lesquels mon estime n'avait de cesse de grandir, comme des ombres partout. Ils me poursuivaient. Cette puissante curiosité qu'ils éveillaient, c'était bien le centre autour duquel ma plume gravitait, le point aveugle où convergeaient les désirs. Aimer, rêver, créer. J'ai toujours imaginé vivre ailleurs, dans un pays lointain où le fictif et le réel ne feraient qu'un. Rêver, m'évader, voyager et découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Imaginez un instant un lieu d'échange et de rencontre entre tous les peuples de la Terre. Un lieu de négociation qui exalterait leur fraternité. Imaginez les couloirs qui mènent à des chemins qui conduisent à des mondes différents. Imaginez un endroit où voyager d'un univers à l'autre
d'un pays à l'autre en une fraction de seconde. Stop! Vous pouvez ouvrir les yeux. Cela existe vraiment. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. Je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est un coin de la Terre situé à peu près 48 degrés est et 2 degrés nord. Pour moi, c'est un peu le centre du monde. Seul le trottoir du 17 boulevard Jourdan me sépare de ce monde. Alors que derrière moi se profile furtivement le tramway, se dressent devant moi de grandes arches tout droit sorties de l'Antiquité gréco-romaine. Prêt à revivre les combats des gladiateurs et à côtoyer peut-être Socrate et Platon après ma traversée, je suis plongé dans un échantillon des jardins du XVIIe siècle, emprunté à ceux du château de Versailles. Je m'imaginais déjà vivre au temps d'Astérix et d'Obélix, et me voilà plongé au sein de cet anachronisme harmonieux. Après quelques instants d'impatience, je découvre enfin ce qui sera mon chez-moi. Bleu comme la mer et comme le ciel de Bora Bora, elle respire déjà un air de vacances. Alors que j'ouvre l'armoire, je l'imagine déjà remplie de trésors. J'entends à travers les murmures des leçons de chimie, des répliques de films anglo-saxons. Ça y est, je suis arrivé dans ma chambre de 9 mètres carrés. Je me rappelle encore le jour où je suis arrivée à la Cité internationale. Après un long voyage en train et en métro, je suis descendue du RER avec un petit bout de papier froissé dans la poche. Il contenait une adresse. Deutsch de la Meurthe, Cité internationale, 17 boulevard Jourdan. C'était une fraîche journée de septembre et j'étais épuisée d'avoir traîné la grosse valise qui contenait tout l'essentiel pour une année d'échange. J'entrais dans la fondation Deutsch de la Meurthe. Les planchers craquaient doucement sous mes pas. Le bois usé des marches et les portes qui s'ouvraient avec difficulté lui donnaient l'air mystérieux d'une ancienne maison cachant des centaines d'histoires dans ses murs. Derrière une petite rampe d'escalier se cachait ma nouvelle chambre. Je pensais aux dizaines d'étudiants passés par là avant moi. Je les imaginais en train d'étudier le soir, assis à ma table. Je me sentais bienvenue. Celle-ci n'était pas une simple résidence pour étudiants. C'était ma maison, pour quelques mois. Les cours commencèrent tout de suite et je m'adaptais rapidement à la vie parisienne. Je venais juste d'arriver en novembre à Paris pour y poursuivre des études. Je quittais Montréal à la hâte, enthousiaste et insouciant du haut de l'arrogance de ma vingtaine à 30 ans. Je n'avais pas prévu de logement, comptant sur le hasard pour pimenter ma vie. Or, le hasard avait voulu que je croise dans un café parisien un doctorant en océanographie algérien qui me dit de tenter la Cité internationale universitaire de Paris. Sait-on jamais? Je ne connaissais pas, mais je décidai de voguer au gré de ses conseils. Tout a donc commencé à la fondation des États-Unis, dans un escalier menant à l'administration. Je me retrouvais avec des bagages à gravir ces marches avec légèreté et fébrilité. Un jeune homme blême et affolé les descendait, poursuivi par je ne sais quel démon d'urgence. À peine m'avait-il dépassé que j'ai entendu m'interpeller, l'air désespéré. « Are you American? »« Yes, I am, me dis-je, avec la joie d'un enfant découvrant un cadeau de Noël, car d'instinct, j'avais compris que je venais de trouver un logement. Quelques minutes plus tard, l'autorité administrative consentait à une entente qui nous arrangeait miraculeusement. John devait quitter précipitamment Paris pour New York, et il était souhaitable qu'il trouve un remplaçant. Je reprenais sa chambre, l'affaire était conclue. Le hasard avait bien fait les choses. Je ne souffre pas encore à sourire à l'évocation de ce souvenir, de ma satisfaction et du soulagement sur le visage de cet étudiant. Mais la cocasserie de l'aventure ne serait pas complète sans un détail qui n'était pas pour me déplaire. J'avais une chambre à l'étage des filles. J'eus droit à un traitement princier. Cette année-là fut la plus belle expérience étudiante. Un jour d'automne parisien et moi, papillon des Caraïbes au milieu de nulle part, sans m'apercevoir que j'étais au centre de tout. Me voilà début octobre et je n'ai toujours pas de nouvelles de mon destin. Touriste à la maison de Norvège, dans une chambre devenue mon paradis, je ne peux pas m'imaginer l'étendue de ma nouvelle aventure. Cette chambre où j'ai rencontré mon premier amour, je me dis souvent, je veux y rester. C'est calme, c'est vert. J'ai une fenêtre où j'aperçois les petits japonais passer avec leur violon. Pourquoi devrais-je partir? 22 ans d'habitude de vie dans
dans un cocon hyper protecteur ne vont pas se transformer du jour au lendemain. Le changement résonne dans ma tête comme la pierre des paris. Oui, je suis Monsieur Gélatouille. C'est le dernier jour de mon séjour touristique à la Maison de Norvège et je n'ai toujours pas de réponse de la cité concernant ma candidature comme résident permanent. Pourtant, je l'ai déposé un an auparavant. Je quitte la Maison de Norvège. Je cours sur le boulevard Jourdan pour téléphoner d'une cabine. J'insiste, dans mon français moyen, sur le fait que le petit garçon gâté des Caraïbes n'a plus de logement et qu'il file direct sous un des nombreux ponts de la Seine. Sueur, anxiété, palpitation m'accompagnent jusqu'à mon nouveau destin. Un monsieur, à l'autre bout de la ligne, m'annonce d'une voix froide, plutôt pas très caribéenne. Monsieur Colado Chavez, vous avez été admis au collège néerlandais. Collège néerlandais. Je ressens alors un melting pot d'émotion. Pourquoi quitter mon paradis norvégien? Ne serait-ce pas plus simple de me laisser là où je suis? Et le monsieur d'ajouter, il faut vous y présenter tout de suite. Ma tête crie, oublie le paradis, tu as un endroit où loger. Mon souvenir de cet instant, j'ai dû me pousser les yeux. J'ai traversé le boulevard Jourdan dans un millésime de seconde, sans me rendre compte que ma vie était en train de changer à jamais. Collège néerlandais. Ah oui, la maison des Pays-Bas. Ouf, vous êtes dans la chambre 319. C'est une chambre double. Mais non, j'avais précisé de ne pas vouloir de colocataire. Moi, le garçon gâté des îles en colocation avec un inconnu. Sueur, anxiété, palpitation sont de retour. On vous tiendra au courant dès qu'on aura une chambre individuelle libre, m'affirme-t-on. Dans ma tête, je lui réponds, je ne vous crois pas. Mais en réalité, je lui dis tout simplement, d'accord. Je monte au 3e étage, entre dans ma chambre, j'ouvre ma nouvelle fenêtre. L'orage! Un dragon me vient. C'est quoi ça? La maison d'Asie du Sud-Estien. Quelle idée d'y mettre un dragon? Bizarrement, je l'ai entendu me chuchoter. Ne t'inquiète plus, tu es chez toi. Et c'est la première fois que je me suis endormi rassuré de ma nouvelle vie. Le dragon est devenu mon compagnon. Son regard m'a apaisé pendant les nuits et les jours difficiles qui ont suivi. Quand j'arrivai à la Cité internationale universitaire de Paris, Avicenne devint mon foyer pendant un an. La Fondation Argentine fut mon deuxième abri. Je vécus pendant quelques jours au 2e étage. Puis, je passai au 3e, chambre 39, à côté des toilettes. Cette pièce m'intéressait parce que c'était la plus proche que possible de la 38, dans laquelle je prétendais habiter jusqu'à la fin de mon séjour à Paris. En effet, elle avait pour moi un charme tout particulier. C'était la dernière du couloir sur la droite et elle avait 2 fenêtres qui donnaient respectivement sur le boulevard Jourdan et sur le côté ouest du parc. De l'une, on pouvait voir la pelouse du Montsouris et un héros statué qui me rappelait mon pays. De l'autre, la maison du Canada et une allée qui s'habillait superbement au gré des saisons. La 39 n'était pas laide, mais elle n'avait qu'une fenêtre et elle était plus sensible au bruit de couloir qu'à ceux du jardin. Je préférais la 38. Un jour, j'appris que son locataire était parti et je demandais à pouvoir y loger. Dès que je la clé, j'ouvris et une drôle d'impression s'empara de moi. J'étais là, envoleuse. Un souffle de présence invisible remplissait cette chambre vide qui la rendait étrange. Assise sur le lit, j'inspectais l'endroit. Comme rien ne m'étonna, je repoussai mon inquiétude et commençai à dépoussiérer meubles et parquets. Cela dura toute la matinée. Quelques heures plus tard, toutes mes affaires, réduites à une valise et à quelques cartons bourrés de notes et de livres, avaient trouvé leur nouvel emplacement. Au bout de la journée, je n'avais plus qu'à remettre la clé de la 39 et me sentir enfin propriétaire pour un certain temps de cet espace dont je m'étais entichée. Seulement, ma première sensation d'étrangeté réapparut, comme pour me confirmer que j'avais pénétré un espace interdit dont je violais l'intimité. J'y sentais, mais cet avertissement ne tenant à rien de concret, je me disposais à achever mes rangements. Soudain, je sentis l'air s'adoucir de la bande et une sorte d'évanouissement conscient m'emportait dans une espèce de déjà-vu qui m'entoura d'un décor délicat
habité dans de voluptueux murmures. Regarde, tu vois ce rayon de lumière qui traverse les jalousies vertes et qui s'en va aussitôt? Oui. C'est la tour Eiffel qui caresse Paris. Prise d'une étrange frénésie, j'inventai la pièce, ouvris tous les tiroirs, scrutai chaque coin dans l'espoir d'y trouver une trace qui me prouverait que je n'avais pas rêvé. Et ce fut enfin, car cette chambre ne contenait que ma valise déglinguée et mes cartons remus d'écrit. Décontenancé, je pris les clés des deux chambres et les regardai longuement. Puis, je m'allongeai sur le sol nu et attendit la nuit. Quand le faisceau blanc de la tour Eiffel eut traversé 3 fois les jalousies et que je crus réentendre le chuchotement des voix, je m'étais déjà décidée. Je me redressai et redéménageai tout de suite dans le noir. Le lendemain matin, je rendis la clé de la chambre 38 pour ne plus jamais y revenir. J'ai fait la connaissance d'un garçon qui, comme moi, arrivait pour la première fois en France. Tout comme moi, il parlait très peu français, juste espagnol. De ma chambre, au dernier étage de la fondation argentine, je pouvais l'apercevoir par la fenêtre en train de ranger ses affaires. J'ai commencé à déballer mon sac pour installer mes affaires. J'ai inspecté le coin cuisine, le coin toilette, c'est très propre, très bien. Et là, en voulant installer mes affaires, j'ai découvert que je n'avais qu'un seul. Hey! Ça va? J'en ai qu'un. Pareil. Comment on peut. Et comment c'est possible? En français? Bonjour. Pardon. Bonjour. Nous voulons un. Pour Monoprix. Monoprix. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, nous cherchons des monoprix. Pardon. Bonjour. Bonjour. Un Monoprix. Bonjour. Nous voulons 30 Monoprix. 30 monoprix, s'il vous plaît. 30 monoprix. Excusez-nous. Bonjour, bonjour. Nous voudrions acheter 30 monoprix, s'il vous plaît. 30 Monoprix. 30. Je ne comprends pas ce que vous me dites là. 30 monoprix, s'il vous plaît. Monoprix. Oui, pour. Mireille. Viens voir, je crois que j'ai des fruits dans le magasin. 30. 40. Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas acheter un monoprix. Non, c'est pas possible. Non. Complètement débité, nous sommes repartis. Mon ami, de bonne composition, m'a dit que la femme de ménage avait certainement mal compris et que je ferais mieux demander au directeur de la fondation qui trouverait une solution. Effectivement, j'ai rapidement eu autant de savres que je voulais. Ça n'est qu'un peu plus tard, en rentrant le parc général Leclerc, que j'aperçus une ancienne lumineuse. Paris, un matin de novembre 1979 au 17 boulevard Jourdan. Il faisait très froid et je me disais que l'hiver était trop rude. Je m'approchais sans empressement vers un groupe de jeunes qui discutaient en territoire de Montsouris. Ils devaient attendre le même bus que moi car ils avaient tous le regard un peu perdu et se souriaient les uns aux autres avec timidité. Se mit à pleuvoir. Je n'avais pas de parapluie. Je commençais à me dire que je n'aurais jamais dû m'inscrire à cette sortie pour étudier étranger. J'allais faire demi-tour quand le bus arriva. Je me mis tout seul, tout au fond. Je n'avais décidément pas d'humeur à faire connaissance et les couinements des autres m'irritaient. Soyez les bienvenus, nous dit une toute petite vieille femme qui avait du mal à se faire entendre. Aujourd'hui, chacun de vous va vivre une expérience inoubliable au sein d'une famille française avec laquelle vous partagerez un bon repas, des discussions surgroupées et respectives. Je n'écoutais plus ce qu'elle disait. Mes yeux s'étaient posés sur la retardataire qui venait de défiler tout essoufflé dans le bus. Elle était trempée de la tête aux pieds. Elle s'approcha du fond du bus, s'assit à côté de moi, sans regarder, et enleva son manteau.
que j'existais. Elle me sourit et me dit Bonjour, je m'appelle Carmen, je suis une Mexicaine. Et toi? Khaldoun, de Beyrouth, Liban. Oui. Me dit-elle en rougissant, sûrement honteux de ne pas connaître le pays dont je lui parlais. Je lui souris, nullement vexé, et déjà complètement sous le charme de cette jeune demoiselle. Paris, un matin de novembre 1980, dans la chambre 69 de la maison de musique. Ça va faire 1 an et je connais par cœur ce petit lit. Je regarde par la fenêtre, il fait si beau. Ça va faire 1 an, jour pour jour, mais elle est forte pour moi. Je le regarde de nouveau. Dormira-t-elle si tranquillement si elle me suit à Beyrouth? Oui, bon. Je m'habillais sans acheter quoi. Paris, le même matin de novembre 2009, à l'entrée de la maison du Mexique. Un sentiment étrangement envahi. Je reconnais les couleurs orangées, les têtes de mort, les guirlandes et les photos de personnalités qui ornent les murs. C'est la fête des morts. Je n'avais pas pensé à cette fête depuis 30 ans. De jeunes Mexicains regardent un match de foot dans le fond de la salle. Les canapés ont changé. Le jardin aussi. Une immense sculpture représentant le calendrier aztèque fait désormais partie du paysage. Je me balade doucement dans les couloirs. J'ai l'impression de revenir dans le passé. Je me souviens de l'époque où je rendais visite à mon amoureuse. Cette maison, je l'ai connue 2 jours, 2 nuits. J'y ai dormi, mangé, cuisiné. Je l'ai d'abord connue en automne, puis sous la neige, le soleil, la pluie. Oh papa, t'es déjà là? Excuse-moi, attends, je te présente Roman. On s'est rencontrés lors d'une sortie organisée par la cité. Mais tu t'es fatiguée. Viens. Elle est dans la chambre avant. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit que je ne m'en rappelais plus. Connaissez-vous le sentiment de honte que l'on éprouve en retrouvant des notes privées d'antan? Cela me fait penser à 2 pages de petite prose, rédigées en toute hâte dans le hall de la maison de la Suède, pour une fille, rencontrée dans le RER quelques jours auparavant. Belle, aux cheveux longs, noirs, grands yeux mélancoliques, légèrement maquillée, une fille bien proportionnée, féminine, une vraie italienne, quoi. Entre 2 strapontins, nos regards se croisent. D'enfer, la rame se remplit. Port-Royal, je me pousse vers elle. Luxembourg, sous le jardin, je suis près d'elle, prêt à parler, mais en manque de prétexte. Saint-Michel, elle en a trouvé. Tu sais que c'est dangereux d'avoir le portefeuille comme ça, dans la poche de derrière. Châtelet, on descend, pressés, tous les 2. J'attrape juste quelques mots-clés dans la foule devant l'escalier roulant. Italienne, maison de la Suède, ciao. Comment retrouver une fille dont on sait uniquement où elle habite et la nationalité sans passer pour un dragueur indécis ou un célibataire désespéré? Je n'étais ni l'un ni l'autre. La maison de la Suède, c'est un endroit magique, un peu caché dans la forêt de la cité. On y tombe sur une petite porte soigneusement fermée et les horaires des gardiens racontent des fleurettes. Il faut s'adapter et revenir. Monsieur, en fait, je cherche une fille. Vous n'êtes pas le seul. C'est différent, vous savez. Je cherche une italienne. C'est elle qui me l'a dit. Le gardien connaissait le genre. Jeune homme timide, nerveux, rougissant, demande, sous prétexte débile, à contacter une italienne de nom inconnu. Enfin, on s'est parlé comme ça, pas beaucoup. Juste le temps de me dire où elle habite. C'est pas pour la draguer, c'est juste. Vous pourriez pas me donner Son numéro, son nom pas. son nom au moins. J'ai la liste des résidents, mais je sais pas. Menteur, il connaît sûrement par cœur les noms des 2 ou 3 jeunes italiennes de la maison. Ça peut être le Stéphania. Ah bon? Elle est connue pour faire craquer les mecs. Écoutez, je vais l'appeler. Là, tout de suite. Heureusement, elle n'était pas là. J'ai demandé le numéro de téléphone. Tant pis. Restez le classique. Laissez une lettre.
écrite dans le hall, dans l'embarras, devant le gardien et la femme de ménage. En plus, elle aurait pu arriver à tout moment, avec deux copines, ou avec son copain. L'allemand ne drague pas. Il s'explique, et il cherche des prétextes. J'ai eu l'impression que tu aurais aimé continuer notre conversation. Alors voici, je te laisse la possibilité de... blablabla, blablabla. Un simple « je veux te revoir » aurait été beaucoup plus courageux. Soulignons que je n'étais pas tombé amoureux. Bien sûr que non. Tant 10 minutes de RER, ça m'intriguait, c'est tout. À peine parti, j'ai reçu un texto. On a dû se croiser dans l'eau sans se voir. Elle est sur le point d'aller au cinéma. Si je veux venir avec, tant mieux. Pour une fois, j'ai un empêchement assez important pour dire non et initier plutôt une longue promenade dans Paris le lendemain. Je me réveille dans sa chambre à la cité. Il est 14h. On doit être dimanche parce qu'on n'a pas cours. Elle est assise devant un journal, en train de lire un article ou encore un truc politique. Ça sent bon. Elle est allée chez le boulanger de la résidence pour aller acheter des croissants, des petits pains au chocolat. On va prendre le petit déjeuner. Elle revient en lit, elle enlève son journal. On va se promener au parc Montsouris. Il y a du monde, surtout des enfants et des gens qui courent. Je suis mal rasé, j'ai plus la clope. J'ai oublié mon rasoir à ma précédente chez moi. Quant à la clope, je m'étais bien promis d'arrêter, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Je fume juste 2 cigarettes par jour, auxquelles s'ajoute la honte et la culpabilité. C'est un autre monde ici, complètement différent. Je me suis confronté dès notre premier soir à Paris, quand j'ai passé 2 heures à chercher notre résidence, avec ses jolies lettres stylisées au-dessus du porche. Le temps en automne, c'est comme l'été chez nous. En hiver, il ne neige pas. Ah, les odeurs aussi sont très différentes. Si on est un peu perdu dans la rue, on marche, on lutte. Ça fait toujours plaisir, on découvre forcément quelque chose. Elle et moi, on contemple. On se livre à un jeu. Comprendre, enfin, pas comprendre, mais essayer de deviner ce qui peut se passer dans la tête des Français. La cité, c'est un autre monde. Un microcosme qui renferme des châteaux habités par nos semblables. On n'en revient pas. Des pelouses, des tourelles, un beffroi. Un temple antique avec des noms de Grecs célèbres inscrits au fronton. Un château avec une immense horloge, somptueux. Un autre château dans cette ville, dans la ville aux richesses indicibles, avec des bancs fantastiques, au visage qui font penser au personnage de Rabelais. Et puis il y a eu un autre monde. J'avais peur de lui croiser. Tous les visages avaient son visage. Mais c'est aussi un monde où les copains ont fait leur réapparition. En effet, j'ignorais tellement de choses à cause d'elle. Je ne me suis jamais vraiment consolé, mais il y avait du bon dans cette époque-là. Une dame de ménage d'une résidence de la Cité internationale a prévenu sa chef d'équipe que le grand vent annoncé la veille par la météo avait fait tomber un tableau dans l'une des chambres. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le lendemain, sa chef d'équipe avait en plus mentionné dans un compte-rendu à la direction un second matelas à même le sol dans cette chambre. La sous-directrice convoqua immédiatement le résident afin que celui-ci réponde de la présence d'un matelas supplémentaire dans sa chambre. Oh, je n'avais jamais vu pareille colère. Le résident, tout retourné, criait sur toutes les personnes qui cherchaient à l'apaiser à la place. Il voulait porter la main sur la chef d'équipe parce qu'elle n'avait pas bien fait, selon lui, son travail. Rien ne pouvait à présent le faire taire, et il hurlait. C'est honteux, vous m'entendez? Honteux! Jamais je n'ai vu ça! Comment osez-vous m'accuser? Moi, chef de famille! Vous devriez avoir honte! Monsieur, calmez-vous. Vous n'allez pas vous emporter de la sorte. Une banale histoire de matelas. Une banale histoire de matelas? Une banale histoire pour vous, peut-être. Pour moi, ce n'en est pas une. Et d'abord, qui êtes-vous pour m'accuser? Hein, vous ne vous êtes pas présenté? Non, monsieur, ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Figurez-vous que j'ai une carrière politique, moi, dans mon pays. Et ça, c'est dans l'histoire qu'il faut revenir pour me discréditer. C'est une honte! Vous devriez tous avoir honte! Les voisins, attroupés autour du résident, s'étaient tus, dépassés par l'ampleur que ce dernier venait de donner à cette histoire apparemment banale de matelas dans la chambre. Quelques minutes après, la directrice demanda que tout ce petit monde les laisse seuls. En fait, la chef d'équipe venait de se rendre compte qu'elle s'était trompée de numéro de chambre. Le matelas était dans la chambre
point de vouloir frapper une femme, avait tout de même raison de tenir à son honneur. Chers parents, chers frères, chères sœurs, je vis à un rythme effréné depuis mon arrivée dans la capitale française. Voilà 1 mois que je suis installé ici et je n'ai toujours pas réalisé mon rêve. Enfin, ce que je pensais être mon rêve. Me hisser au-dessus, en haut de la tour Eiffel. Vous rappelez-vous de mon engouement? Un pas sur le sol parisien et je vaincrai la dame de fer. Que nenni. Mais depuis, c'est un autre rêve que je réalise. Ou plutôt, que je vis ici. Ici, les frontières n'existent pas. Les hommes et les femmes de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales, de toutes les origines, se côtoient, se parlent, dans les langues de Goethe, de Molière, d'Homère, dans la langue du Dade ou encore de Mishima et de nombreuses autres que j'aimerais tellement apprendre. Chaque pas me fait traverser un océan, une mer, ou encore des montagnes qui me semblaient infranchissables. Père, je sais que cela paraît insensé, mais l'architecture qui m'entoure porte une trace du pays que le bâtiment représente. Je dors en Suisse, je mange au Maroc, après être allé voir une exposition en Suède, je me balade entre l'Allemagne et le Brésil. L'Espagne et le Japon sont voisins, et l'Asie du Sud-Est est si proche des Pays-Bas. Des hommes qui ont marqué l'histoire représentent des pays, des contrées, sans prétendre les diriger. Leur nom évoque simplement le respect. Pourquoi le monde n'est-il pas ainsi? Comment est-il possible de n'avoir connu que la guerre, alors qu'ici le Liban réunit et rassemble les hommes? Ah, vous me manquez. Le pays me manque, ses étals, ses couleurs, ses senteurs, ses plages. Mais ici, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de bombardement. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de ciel bleu non plus, certes, mais qu'est-ce qu'un ciel bleu au Liban? Une tache bleue dans une flaque de sang. Un ciel bleu sur un visage de sang. Le gris ici est une couleur rassurante. Je reviendrai plus riche de savoir, de culture et de paix. Je vous aime. Salam. J'avais instauré avec 3 amis une nouvelle tradition. Le grand dîner du dimanche soir. Nous avions formé un groupe de résidents qui se rassemblaient sur une table. Notre groupe a rapidement grandi jusqu'à atteindre une vingtaine de convives. Nous partageons ainsi des soirées de voyages culinaires et de discussions multiculturelles, extrêmement variées et cosmopolites. La préparation de notre humble et prestigieux dîner consistait 16 heures. Nous achetions nos ingrédients dans le même magasin, à la cité, à quelque part. Ensuite, nous occupions les cuisines des différents étages pour préparer nos plats. Pendant 2 heures, nous mettions en scène nos recettes, préméditées ou improvisées. Les odeurs rappelaient les 4 soins du club. Elles se répandaient dans les 4 étages de la résidence. Vers 19 heures, la majorité se mettait à table afin de déclencher les discussions et attendre le reste du groupe. Vers 20 heures, la cérémonie officielle commençait par un discours de bienvenue, spontané et plein d'humour. S'il vous plaît. Alors, comme vous le savez, à chaque fois, on a un petit discours pour accueillir les nouveaux arrivants. Et là, en l'occurrence, c'est une nouvelle arrivante, puisque on souhaite la bienvenue à Sophia, qui nous vient directement de Madrid. Alors, merci Sophia, qui va nous faire goûter une authentique paella ce soir. On t'en remercie beaucoup. Et surtout, on te souhaite plus de chance que le Chili comme Larry Carlos, qui est resté dernier en je crois qu'on Ce dîner était l'occasion non seulement d'oublier la lourdeur de la fin du week-end, mais aussi une façon de mieux lui connaître. Autour de la table se déclenchaient des polémiques passionnantes, à la suite d'une nouvelle arrivée, d'une information dévoilée, d'un commentaire espiègle ou d'une élégante provocation. Non, je suis désolé, il faut savoir de quoi on parle. La muraille de Chine, pourquoi tu prendrais le courage d'une nouvelle Mais bien sûr, je suis, moi, généralement, c'est 8800 mètres. Mais non, les murs, ils sont construits. En tout cas, c'est complètement incroyable de voir que tous les Parisiens font la gueule en métro. Excuse-moi, on n'avait pas fini la dernière fois, mais Zizou est le meilleur footballeur du siècle. Maradona. Ah non, pas Maradona. Maradona. Merci, ok. Et là, la main de dos. C'est dégueulasse. Zizou. Nous mangeons, buvions et discutions avec plaisir, quelle que soit la qualité des plats. Les assiettes se vidaient, mais la discussion se poursuivait sur un fond de musique qui prenait à son tour toutes les couleurs. Tango,
tango, samba, pop, reggae, classique. Cher frère, comment se passe ta vie en Allemagne? L'entreprise tourne bien? Ta femme et tes enfants s'acclimatent-ils? Je te souhaite d'être très heureux, mon frère. Toutefois, je t'écris pour te parler de quelque chose qui me préoccupe. Mon fils, Salam, est depuis quelques semaines en France. Son départ nous a énormément affectés, cependant, il était temps qu'il prenne son envol. Mais depuis son départ, nous sommes inquiets. Ses récits sont insensés et loufoques. Ses idées du monde totalement erronées. Je pensais lui avoir donné une bonne éducation, mais il ne connaît même plus sa géographie. Je te demande donc d'aller le voir, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux sortir du pays. Stuttgart n'est pas si loin de Paris, et révèle-le, je t'en supplie. Je te remercie, mon frère. Embrasse tes petites et ta femme. Reviens me voir quand tu le veux. Une idée comme ça. J'ai mis dans tous les pavillons des annonces partout. Appel à ceux qui dansent, chantent, font du théâtre, du mime. Et les troupes informelles, c'est peu à peu constitué, se programmant ici et là dans la cité, faisant ainsi un tour du monde. Soirée inoubliable à la maison de la Tunisie. Je vous aime! Crie un spectateur, au son des youyous et des percussions endiablées. En place! Car non seulement ils ne verront plus leurs amis, mais surtout des étrangers. Au
font la chambre de leurs amis. Puis viennent les mois de juillet et août. Durant ces 2 mois, la cité change de peau. Sa langue officielle devient l'anglais. D'innombrables groupes d'étudiants, notamment américains, viennent passer quelques semaines à Paris pour apprendre le français. Par exemple, sa grande pelouse est envahie par des Parisiens souhaitant bronzer ou jouer au frisbee. Bon, la réaction des indigènes consiste à se regrouper. Il s'agit de préserver l'identité de la cité. Son ambiance estivale est vraiment spéciale. Personnellement, je préfère l'autre cité, la cité authentique. Chaque année, comme les saisons, des étudiants passent à la cité. Ils apprennent à se connaître petit à petit. Ils s'apprécient. C'est merveilleux et émouvant de les voir vivre ensemble. Au bout d'1 an, 2 ans, ils s'en vont. Et là, c'est un arrachement de les voir partir. Et puis d'autres arrivent. Un matin de novembre, un bagage sur le dos et un autre dans le cœur, j'ai dû laisser ma chambre à un nouveau rêveur, loin de chez lui. À la station cité universitaire du RER, je m'éloignais encore un peu plus, mais pas pour toujours. On ne part jamais vraiment du 17 boulevard Jourdan. Pour moi et pour beaucoup d'autres anciens, le numéro 17 est tel un tatouage discret, inscrit sur notre nuque. Il est là, même si nous ne le voyons pas. Nous y retournerons sous n'importe quel prétexte. Je me promène dans la cité universitaire presque tous les jours depuis mon arrivée dans le quartier en 1930. À l'époque, le quartier était un ensemble composé de petites usines, de terrains vagues entourés de palissades, de petites maisons entorchies sans confort. Il y avait aussi quelques immeubles haussmanniens et quelques jolis pavillons, ainsi qu'une grande usine de moteurs d'avion nommée Rhône. Et enfin, bien sûr, le parc Montsouris. La ligne de Sceaux, maintenant le RERD, était une voie de chemin de fer avec une vraie locomotive à vapeur à la fumée bien noire et un passage à niveau. J'ai grandi en même temps que la cité universitaire. En lieu et place de la cité, à part la fondation de Slammer, il y avait la zone. C'était des roulottes où vivaient des ouvriers et leurs familles en attente d'un logis convenable. Nous y allions le soir avec mes parents. Nous avions l'impression d'être à la campagne. Petit à petit, la cité s'est montée sous l'œil étonné et circonspect des habitants. Oh, c'est long. Un château anglais, une maison japonaise, mais c'est surtout le pavillon suisse construit par Le Corbusier avec ses pylônes qui donna lieu à des supputations forcenées. Tiendra pas. C'était le début du béton armé, et ce cube sur pilotis paraissait délirant et instable. Quant à ce mur en vitre, vous ne pensez pas. On va tuer là-dedans. On va geler. C'était ce mot. En 1940, la cité universitaire servit de caserne aux Allemands, et la croix gammée flotta sur le pavillon central de la cité. On voyait des sous-églises partout. L'usine de moteurs d'avion nommée Rhône fut transformée en bureau. Tous les habitants du quartier qui en eurent la possibilité déménagèrent. Le blackout plongea le quartier dans une grande tristesse. Les Allemands partirent en août 1944. Avant de quitter la cité, ils emportèrent tout ce qu'ils purent. C'était des allers et retours continuels entre les pavillons de la cité et leurs camions alignés le long du boulevard Jourdan. La deuxième télé s'est installée dans le parc Montsouris. Mais les occupants allemands voulurent avoir un dernier marque d'honneur et bombardèrent le quartier dans la nuit du 26 août. Ignorant le danger, nous étions montés sur la terrasse de l'immeuble pour voir le spectacle. C'est cette nuit-là qu'est mort le soldat Pierre Durand de la deuxième télé. Quand je passe devant la stèle du parc Montsouris, je revois toujours cette fuite de temps qui remplissait ces allées. Et je pense à ce jeune garçon de 21 ans, venu d'Afrique pour mourir là,
alors que nous étions si heureux. Les Américains arrivèrent, mais ne restèrent pas à la cité. La cité se remplit à nouveau d'étudiants. Mon frère, je rentre d'un week-end à Paris où j'ai décidé d'emmener les filles. Nous avons passé un moment aimable en compagnie de Salah, qui je peux te l'assurer, va très bien. Il nous a reçus comme des rois. Nous avons visité sa chambre en Suisse et dîné au Japon avec ses amis marocains. Puis nous nous sommes promenés entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. Tu comprends, les petites étaient fatiguées de ce voyage à 17 boulevards Chandos. Engloutis par le serpent de terre, suivant les rails ligne B du RER, sortie cité universitaire. J'ai retrouvé enfin le plein air. Les volets bleus de la maison de la Suède s'ouvrent sur celle de l'Italie. C'est marbre, c'est belle. Au bout d'une longue allée de tilleuls, une pagode rêve et médite seule. Vision d'extérieur en pointillé, des tas de vacuité à s'y tromper. Au simple promeneur que je suis, plein de curiosité et d'envie. Cité où l'art, le théâtre, la musique, la sculpture ouvrent leurs portes au grand public. Des chercheurs d'or engagés dans l'aventure expérimentent l'alchimie d'un futur. Merci à la compagnie Itinérance qui est constituée donc par ces jeunes comédiens professionnels qui se sont rassemblés pour nous raconter donc, ces extraits de la vie ici à la cité internationale, universitaire. Ils ont bien rendu compte d'ailleurs des 3 temps de cette vie, l'arrivée, ensuite la vie ici, les relations qui se nouent, et puis le départ. Donc tout ça a été très très bien vu. Et je voulais simplement citer donc, les noms de ces jeunes comédiens qui ont par ailleurs une carrière aussi indépendante. Donc vous avez pu voir, il faudrait qu'ils soient là, on les voit. Donc Céline Bévière, voilà, vous êtes Céline. Je prépare actuellement le tournage d'un long métrage dont vous avez coécrit le scénario avec Hugo Bardin. C'est un film qu'on pourra voir sous le titre Neige d'automne. Voilà. Adrien Bourdet, vous êtes donc... au cinéma, vous jouez dans les derniers jours d'Elsa, réalisé par Armand Labelloise, et vous préparez Les garçons et Guillaume à table, réalisé par Guillaume Gallienne. Et puis, voilà, ce jeune homme, c'est Alexis Bloch. Il enseigne l'art dramatique pour les ateliers jeunesse au cours Florent, et je note qu'il est également l'archiviste du dessinateur Camus. Voilà, et puis donc, Nico Ravel. Qui fait aussi beaucoup de théâtre et qui a joué le rôle d'Ivan dans l'art de Yassina Reza. Voilà.